Bienvenue dans le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Linda Labidi, qui me fait le plaisir d'être avec moi sur ce podcast. Linda est une journaliste économique spécialisée dans l'entrepreneuriat. Depuis 2022, elle est rédactrice en chef du magazine BioBoss. Elle est aussi entrepreneur, fondatrice de Studipreneur, une plateforme d'accompagnement pour entrepreneurs débutants. Elle a par ailleurs créé Labidi Media. Elle joue un rôle dans le BioBoss Woman Tour pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Et en plus, elle lance un projet un peu intéressant en ce moment, c'est les Vieux Schnock, une box dédiée à la reconversion entrepreneuriale pour les 50 ans et plus. Donc, on va avoir plein de choses à dire. Ce que j'ai voulu amener dans cet épisode, c'est aller à la recherche de la femme derrière cette professionnelle des médias. Bienvenue Linda, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Merci de m'accueillir, Samantha, et merci pour l'invitation. Heureuse d'être ici. Donc, on a plein de choses à se dire. On s'est rencontrés et tu as une énergie qui m'inspire beaucoup. Donc, j'aimerais savoir un petit peu au niveau de ton parcours, est-ce que déjà, ma première question, tu as toujours su que tu voulais travailler dans les médias ou est-ce que c'est un chemin de vie qui t'a été soufflé petit à petit le long de ton parcours? Oui, je partirai sur la deuxième option. J'ai le sentiment que la vie m'a poussée justement à cette trajectoire, que ce soit les rencontres, les synchronicités. Donc, je crois beaucoup à la destinée et j'ai l'impression que la vie nous emmène là où on doit être. Hmm. Est-ce que c'était un rêve de petite fille? Oui, quelque part un petit peu, bien sûr. Un peu comme toutes les petites filles, on aime bien déjà les métiers qui brillent, la télé, le cinéma, la mode, etc. Donc, c'était quelque chose qui me paraissait un peu plus accessible qu'Hollywood, certainement. Mais, euh, mais effectivement, c'est toujours quelque chose qui fait rêver les adolescentes. Et je me suis accrochée. Je me souviens en avoir parlé à des amis qui me disaient, mais tu es complètement folle, si c'était possible, tout le monde le ferait. Mais je crois que j'ai toujours eu cette envie de me battre pour les choses avant de renoncer. Oh, ça c'est intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc tu as eu affaire à des voleurs de rêves, mais du coup on va en parler un petit peu plus tard. Tu as plusieurs casquettes, journaliste, rédactrice en chef, entrepreneur. Qu'est-ce que ces rôles t'ont appris sur toi-même? Beaucoup, beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pense toujours bien se connaître. Ouais. En fait, ce sont les épreuves, les expériences de vie qui nous montrent que pas du tout. Pas du tout. Il y a plein de facettes de nos personnalités qu'on découvre dans les épreuves, dans les expériences, dans les victoires aussi, dans la manière effectivement de gérer un succès. Parfois, on peut avoir peur d'un succès qui peut être trop gros à nos yeux. Euh, Ça m'a appris finalement que j'étais plus résiliente que je ne le pensais. Hmm. Ça m'a appris aussi que parfois, il fallait bien plus que bien plus qu'un rêve pour y arriver. Il suffit pas d'avoir envie, comme l'adage le dit aussi souvent. Malheureusement, il y a une réalité aussi qui fait qu'il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres qui entrent en compte. Parfois, c'est tout simplement pas fait pour nous et on confond souvent en tant qu'être humain euh, ce dont on a besoin avec ce dont on a envie. Hmm. Bien sûr. On a parfois envie de quelque chose et l'univers te rappelle que oui, tu en as envie, mais c'est pas ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et est-ce que par rapport à ton parcours, justement, donc tu as démarré dans les médias, tu me parlais un petit peu plus tôt que tu étais passé par McDonald's pour pouvoir te payer une formation de médias. Donc tu as eu ce goût de l'effort finalement. Donc comment, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la force que tu as dû trouver en toi pour justement avoir envie de te battre pour y aller? Et pourquoi les médias? En fait, je viens d'une famille modeste où j'ai vraiment vécu la précarité de très près et j'ai très tôt compris que mon salut viendrait par le travail, qu'il Hmm. fallait que je gagne vraiment cette indépendance financière. Et au départ, je voulais vraiment la gagner pour aider aussi ma famille à sortir de cette forme de précarité. Donc, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je sois au contact du monde du travail. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai été travailler chez McDonald's jusqu'à 1h30 du matin pour faire la plonge pour pouvoir m'offrir ma formation média et avoir le Sésame qui était la convention de stage pour entrer dans ces mêmes médias.
Et très vite, ça m'a permis justement de décrocher petit à petit, effectivement, les premiers jalons, le premier stage, le premier job, etc., etc. Donc, tout passe par l'effort. En tous les cas, c'est comme ça qu'on me l'a inculqué et c'est comme ça que ça m'a aidé. D'autant que, de par le contexte familial sur lequel je vais parvenir, j'ai eu des difficultés aussi au niveau de l'éducation. Je n'ai aucun diplôme, je n'ai pas le bac. À l'époque, on te fait très clairement comprendre que ta vie est foutue. Et j'avais pas, encore une fois, envie de renoncer avant d'essayer. Et j'ai très tôt compris qu'il fallait que je travaille 2 fois plus. Donc, j'ai travaillé 2 fois plus pour pouvoir effectivement arriver justement à réaliser ce rêve. Hmm. On dit souvent, enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses, que c'est un milieu quand même assez masculin. Comment on se fait une place dans ce monde quand on est une femme intuitive, sensible, créative? Comment on fait sa place là-dedans? Alors, contrairement au discours qu'on entend un peu souvent partout, les hommes ne sont pas forcément toujours nos ennemis dans le milieu professionnel. Je dirais même que toutes les étapes charnières de ma vie, je les ai passées parce qu'un jour, un homme m'a tendu la main. Hmm. Que ce soit mon premier job, on m'a laissé ma chance. Ok, t'as pas de diplôme, on va te laisser ta chance. Et si tu y arrives, tu passeras à l'étape suivante. Que ce soit les premières opportunités professionnelles, que ce soit les premiers euros qu'on a investis dans mes premiers projets. Je crois que je suis l'exemple même que le yin et le yang doivent travailler ensemble. Je suis purement féministe. Je me bats effectivement pour la place des femmes. J'anime des rendez-vous, des tables rondes. Je défends la position de femme dans l'entrepreneuriat. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre effectivement place de la femme et combat contre les hommes. Les féministes extrémistes se trompent de combat. Hmm. Encore une fois, l'homme et la femme doivent embrasser leur singularité et travailler ensemble. Et la place des hommes, elle a été décisive dans toute ma carrière. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont énormément apporté. Donc, je dirais que oui, il y aura toujours une part, effectivement, d'expériences un peu décevantes parce que des profils qui n'ont pas forcément encore le bon mindset, etc. Mais ça, je pense que pour s'en protéger, les femmes savent qu'elles doivent passer outre, être plus fortes, etc. Mais pour le reste, il ne faut pas regarder les hommes comme des ennemis, bien au contraire. Je suis vraiment d'accord avec toi et j'aime beaucoup que tu aies ce discours sur cette énergie féminine et masculine qui finalement s'amplifie l'un l'autre et on a besoin des uns des autres pour avancer. Donc, tu as eu ce qu'on appelle un petit peu des mentors sur ton chemin qui t'ont tendu la main pour arriver là où tu es aujourd'hui. Oui, je crois que ce qui est intéressant chez les entrepreneurs, c'est qu'ils apprécient justement le goût de l'effort. Ce sont des personnes qui ont réussi parce que justement, ils ont été plus loin, ils ont travaillé plus dur, plus longtemps. Et quand ils rencontrent justement des jeunes qui ont envie d'en découdre avec la vie, qui ont envie de vaincre, qui ont la rage au ventre, je crois que ça leur donne envie de les aider également. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti leur protection. Ils m'ont donné de leur temps alors qu'ils n'en avaient pas. Ils m'ont donné de leur réseau, ils ont partagé leur réseau. Euh, Ils m'ont encore une fois donné cette chance. Voilà, on t'ouvre la porte, fais-en ce que tu veux. Et je crois que lorsqu'on on incarne l'envie de réussir, l'univers conspire à mettre sur notre chemin les situations et les bonnes personnes pour nous y aider. Ouais, quand tu te connectes à ton feu intérieur, déjà tu vibres une fréquence d'envie et du coup ça t'amène les personnes sur le chemin. Est-ce que on a déjà discuté toutes les deux, Linda, tu fais partie de ces profils très sensibles, voire hypersensibles, donc avec les sens décuplés. Euh, Beaucoup de personnes pensent que les émotions sont vraiment des freins. Est-ce que toi, tu comment tu gères tes émotions dans un environnement quand même d'actualité, de pression? Les médias, quand même, il y a quand même une certaine pression, un certain challenge. Est-ce que tu as appris à transformer ces émotions, cette sensibilité en force? Et si oui, comment? C'est un vrai sujet. Là, tu mets le doigt, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, je suis née hypersensible, je suis hypersensible. Et quand j'étais petite, je pensais que tout le monde était hypersensible.
On nous explique pas qu'il y a une singularité parfois chez certaines personnes. Et on ne comprend pas certaines réactions dans des interactions. Parce Mm. qu'on se dit que normalement, on aurait dû réagir de telle manière, ou cette personne en face de moi aurait dû réagir de telle manière. Donc, on évolue dans une incompréhension totale, ce qui fait que bah, les choses et les événements sont vécus de manière décuplée, mal vécus dans la plupart du temps. Donc, ça a été très difficile les premières années de ma vie professionnelle. Mm. Parce que dans le milieu familial, on est protégé, on est dans un cocon bienveillant. Et dès lors qu'on est lâché dans le milieu professionnel, eh bien, on est confronté au monde, mais tel qu'il est réellement. Et on ne peut pas en vouloir aussi aux gens de ne pas tous être hypersensibles. Bien sûr. Euh, donc, je l'ai très mal vécu et j'ai appris à mes dépens à créer une forme de carapace, mais saine, c'est-à-dire à maîtriser mes émotions, à les adapter en fonction de la personne qu'on a en face. Et quand on est hypersensible, on a quand même un avantage considérable, c'est qu'on ressent les choses à 1000 kilomètres. On Ah est capable oui. de scanner une personnalité juste en la regardant. On est capable d'anticiper des situations et des événements. Et donc ça, c'est une très grande force. Donc une fois qu'on a identifié la personne en face, une fois qu'on a identifié effectivement que tout le monde était différent, il n'y a pas forcément de méchant, de gentil, il y a juste deux manières de voir la couleur d'un mur. Et forcément, une fois qu'on sait ça, eh bien, on adapte sa communication à la personne qu'on a en face de nous. Mm. Et Donc c'est comme ça. tu disais que ça t'a créé quelques difficultés au démarrage. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où justement cette hypersensibilité t'a un petit peu mis à mal? Est-ce que tu as un exemple de ça? Oui, bah, quand on est hypersensible, tout est décuplé. La joie est décuplée, mais la tristesse est décuplée. Voilà. Donc, dans un environnement professionnel, moi, j'ai des exemples. Je rentrais en réunion le ventre noué en me disant, cette fois, tu pleures pas en réunion devant tout le monde. C'était horrible parce que je perdais en crédibilité, parce qu'il suffisait que quelqu'un lance un pic et forcément, je le prenais à puissance 1000. Pour moi, j'avais le cœur brisé à chaque fois qu'on me disait quelque chose de déplaisant. Et je me rappelle très bien le jour où j'ai quitté l'entreprise avec ce manager dont je tairai le nom, mais qui est très célèbre dans le monde du business, qui m'a donné son numéro de téléphone en partant et je lui avais en échange donné un petit mot pour le remercier de la chance qu'il m'avait donnée. Et je lui avais mis dans le petit mot, je te dis au revoir par écrit pour être sûre de ne pas pleurer devant toi, certaine de ne pas pouvoir pleurer devant toi. Euh, donc, euh, donc la maîtrise des émotions, oui, elle a été complexe. Euh, Est-ce que je la gère totalement aujourd'hui? Non, je la gère jamais totalement, mais je dirais que je la gère à 90%. C'est déjà pas mal. Donc, quand tu dis que tu t'es... Alors, est-ce que tu as la sensation d'avoir un peu fermé ton cœur, avoir mis de la protection? Est-ce que... ou est-ce que vraiment tu as appris à gérer ces émotions ou trouver des solutions comme un petit mot pour éviter de pleurer? Comment... voilà, comment... Est-ce que tu as l'impression d'avoir créé plutôt une carapace ou plutôt appris à gérer ça? Les deux. C'est-à-dire qu'au début, dans un réflexe de protection, on se met une carapace protectrice. Donc, on va aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on est hypersensible et on va aller dans l'hyperprotection. Et ensuite, par le cheminement, par le travail qu'on va faire sur soi, par le développement personnel, par tout ce qu'on va expérimenter, par le recul qu'on va prendre, par l'éveil, eh bien, on va apprendre à composer avec et ne plus la considérer comme un défaut. Parce que pendant de nombreuses années, je considérais ça comme un défaut. J'ai ce défaut, je dois composer avec. Aujourd'hui, je me rends compte de la chance et de la richesse que c'est d'être hyper intuitive, de pouvoir anticiper des choses, d'avoir cette petite voix qui te parle. Des fois, des choses qui te paraissent évidentes et qui ne le sont pas pour les personnes autour de toi. Et c'est là que tu comprends la force que c'est lorsqu'elle est bien utilisée. Donc aujourd'hui, j'ai appris effectivement à mieux l'utiliser, à ne pas m'en protéger et justement à l'utiliser comme un outil à part entière. Alors ça me fait tellement plaisir d'entendre ça parce que beaucoup de femmes qui nous écoutent ont encore ces petites voix qui disent tu es trop exigeante, tu es trop sensible, tu es trop émotionnelle, alors que c'est une véritable force. Et quand on arrive à utiliser cette sensibilité, ces émotions en moteur, on devient comme tu disais tout à l'heure, un véritable radar à, à humain et on peut s'en servir vraiment à notre avantage. Est-ce que euh, si tu avais
trois clés mindset à donner, parce qu'on parlait d'état d'esprit, on parlait de résilience tout à l'heure, si tu avais trois clés mindset à donner à une femme ambitieuse qui veut briller un peu dans leur propre univers, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ce serait quoi tes clés d'état d'esprit pour une femme ambitieuse? C'est marrant que tu m'en demandes trois parce que justement, j'en cite toujours trois. Lorsqu'on me pose la question, et j'avais fait un e-book qui parle de ça. Pour moi, il y en a trois qui sont clés. La première, c'est le courage. C'est vraiment la porte d'entrée. Avoir le courage de faire le premier pas, d'amorcer quelque chose, de se dire je suis capable de, etc. Donc déjà, si on n'a pas ce courage, les autres, bon, n'existent même pas. Donc déjà, avoir le courage, effectivement, de se dire je vais aujourd'hui faire un premier pas. Ensuite, une discipline. C'est-à-dire que quand on veut modifier quelque chose dans son quotidien, ça ne peut pas fonctionner sans discipline. OK, on n'est pas le 1er janvier, on ne va pas miser sur les bonnes résolutions, on va laisser tomber le 30. La discipline, c'est vraiment de se dire, on va s'y tenir, on va être régulier. Et ça m'amène à la troisième, qui est la persévérance. Hmm. Voilà. Le courage, la discipline, la persévérance, vous pouvez réaliser tous les rêves que vous voulez. Mais il faut se tenir aux trois. Ouais, je parle beaucoup de cette autodiscipline qui n'est pas forcément la discipline qu'on nous impose à l'école, tu vois, et qui est parfois même désagréable. C'est vraiment cette autodiscipline de réalisation de ses rêves. Parce que l'autodiscipline pour un pourquoi puissant, finalement, elle est beaucoup plus facile, pas tous les jours, mais elle est quand même plus facile à adopter. Et est-ce qu'on pourrait rajouter la résilience et la foi, selon toi? Oui, et oui, en fait, ça me paraît tellement évident la foi que du coup, je ne l'ai pas mentionné. C'est une évidence, évidemment, il faut avoir la foi, il faut avoir envie, il faut y croire. Faut co-créer avec, bon, on est toutes les deux très spirituelles, mais il faut co-créer effectivement avec l'environnement qui nous entoure. Je crois que ça, c'est indispensable. Quand tu dis l'environnement qui nous entoure, c'est-à-dire ses sens et pas uniquement ses cinq sens. C'est son intuition, c'est ses ressentis émotionnels, c'est aussi l'envie de contribuer à un monde meilleur. C'est tout un tas de choses en fait. C'est un why, tu parlais du pourquoi, c'est le why. Trouver son why puissant et ensuite aller en ce sens. Le why de Simon Sinek. Je vais prendre l'exemple du sport. Tu sais, je fais beaucoup de sport et pour aller au travail tous les matins, je passe devant une boulangerie qui est vraiment... C'est une torture de passer tous les jours devant cette boulangerie pour aller travailler. Pourquoi? Parce que Elle tout fait est délicieux, elle est magnifique, ils font des choses très originales. Tu as l'odeur du pain au chocolat dès que tu sors du métro. Enfin, vraiment, c'est une torture. Et si je m'écoutais, voilà, je me ferais plaisir tous les matins ou tous les midis, une belle pâtisserie. Sauf que mon why à moi, c'est quoi? Mon why, c'est de garder une forme physique très bonne parce que je travaille énormément et que j'ai besoin effectivement de garder une forme physique qui soit excellente. C'est voilà, c'est des critères physiques que chacun s'impose, peu importe. Mon why est suffisamment fort pour me permettre justement de garder cette discipline et cette persévérance. C'est-à-dire que si on n'a pas un why suffisamment fort, eh bien finalement, on ne tient pas sur la durée. Ça marche pour le sport, ça marche pour le travail, ça marche pour le couple. Il faut avoir un why suffisamment fort pour pouvoir tenir. Si on n'a pas de why, bah oui, j'ai aucune raison de résister à la tentation en passant devant la boulangerie tous les matins. Bien sûr, on perd l'autodiscipline, on perd le rêve finalement parce que bah, cette énergie qu'on n'a pas ou qu'on perd, bah, du coup forcément ça nous entraîne vers le bas, on est moins fier de soi en plus, ça puise dans notre confiance, ça puise dans notre estime personnelle, donc effectivement c'est pas un cercle vertueux. Donc ok, donc très bon exemple la boulangerie, j'aime beaucoup. Et est-ce que tu pourrais, est-ce qu'aujourd'hui, Linda, tu as encore des rêves? Oui, trop. J'ai tellement de rêves que souvent je me dis, mais ma vieille, tu pourras pas tout réaliser avant le grand voyage. Non, non, j'en ai même trop. J'en ai trop et mes proches, ma famille, surtout ma mère, la pauvre, à qui je raconte à chaque fois que j'ai une idée, je lui en parle, etc. Non, non, j'en ai même beaucoup et non, j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. T'en as plein. Parce que souvent, on rêve petit. Toi, tu fais pas partie de ces femmes-là. Tu fais partie des femmes qui veulent rêver grand. Et même, tu parlais de
transformer le monde, avoir un impact sur le monde. Donc, c'est que t'as ton envie, ton ambition, elle est grande. Ton why, ton moteur, il est très grand. D'ailleurs, ça se retrouve dans tout ce que tu fais professionnellement. Euh, on va faire appel à ta petite fille intérieure. Est-ce que il y a un moment, ces derniers temps, où tu t'es dit, là, la petite fille que j'étais, bah, elle serait tellement fière de moi. Hmm. Oui, je vais pas dire que j'ai pas eu ce genre de moment, ce serait mentir. Je dirais que la vie est jalonnée de petits échecs et de petites victoires. Suffisamment d'échecs pour t'apprendre et suffisamment de victoires pour t'aider à ne pas renoncer. Mm. On a l'impression que tout est bien fait. Oui, il y a eu des petites victoires, par exemple, forcément, intégrer le milieu des médias à part entière, être une professionnelle, bah forcément, c'était déjà une première victoire. Euh, Créer ma première entreprise, c'était aussi une première victoire. J'ai quitté un CDI confortable, j'ai monté ma société de production, alors que je ne savais même pas comment fonctionnait une caméra. D'ailleurs, quand j'ai dit à mes collègues que je quittais l'entreprise pour monter une société de production, on m'a dit, mais tu ne sais même pas comment fonctionne une caméra. Mais j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne une caméra. Je prends des gens qui savent faire et je gère le commercial et c'est une société que j'ai gardée 12 ans jusqu'au Covid. Voilà. Je crois que c'est toutes ces petites victoires, effectivement, ont été agréables durant la vie. Voilà, c'est des objectifs qu'on atteint par palier. Et assez de victoires justement pour se raccrocher à elle et se dire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et surtout, ce qui paraît c'est inatteignable devient possible. J'ai grandi au bled, je marchais pieds nus dehors. Qui aurait pu imaginer que j'aurais une société de production et que j'animerais des émissions sur BFM Business, qui paraît peut-être banal pour un Parisien qui est né, par exemple, dans le 16e arrondissement, mais de là où je viens, c'était totalement impossible. Et à quel moment ça a basculé? À quel moment tu t'es dit, et si c'était possible pour moi? Et ben, je n'arriverai pas à l'expliquer, mais j'avais une voix intérieure. Euh, Vraiment, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Je savais dès l'âge de 14 ans que je voulais être chef d'entreprise. J'en parlais à mes parents. J'imprimais des dossiers entiers de fiches sur l'entreprise. Tout ce que je savais pas sur l'entrepreneuriat, je l'imprimais. Je me faisais tuer par ma mère parce que l'encre, ça coûtait une fortune, enfin, vraiment. Et j'ai toujours su que, que je voulais le faire, que j'allais le faire, sans trop savoir pourquoi j'avais cette assurance. Donc, c'est comme si mon âme savait. Ouais. C'était dans tes cellules, c'était dans ta vibration, il fallait, tu savais pas comment, mais il y allait ça, c'était cette direction. Je savais que c'était mon chemin de vie, sans trop savoir pourquoi.
un message sur ton Linda Pro. Écoute, ça n'arrive jamais. Mon ordinateur s'est éteint d'un coup. Il est bouillant et il s'est éteint. Donc, c'est pas grave. Oui, oui, j'arrive le temps de le rallumer. A priori, il est super chaud. Il veut bien s'allumer. Oui, attends-moi, parce qu'en plus, c'était trop intéressant. Je lui laisse juste une minute, le temps qu'il refroidisse. Je sais pas, un signe de l'univers, je sais pas. J'ai déjà changé de voiture ce week-end parce que l'autre a explosé. Donc, non, pas mon ordi. Pas vraiment décidé. J'ai English format, j'ai un Le temps de boire un petit verre d'eau, reprends un petit peu d'énergie avec de l'eau et dans une minute, je me reconnais. Je lui laisse refroidir. On a l'impression d'avancer dans le vide. Et après, il y a aussi la motivation. Et quand il y a beaucoup de motivation, c'est difficile d'avancer. Il y a des applications sur LinkedIn, sur des réseaux, qui activent derrière tout ça, qui fait une carrière. Alors, très en compte de l'entrepreneuriat ces dernières années. Et c'est extraordinaire. J'ai un, cette initiative qui, c'est de la vie.
Que des gens que j'ai écrits l'année dernière. Oui, mais c'est vrai. Ah oui, mais Annie, le oui, c'est lui, c'est vrai. Non, non, ah, très et ce soir, sur les choses, les autres, quatre, a priori, le verbe, l'imaginateur était très inquiet, donc il a tout de suite une enquête, peut-être même un procès. Bon, Lida, c'est improbable. L'ordinateur s'est arrêté en plein milieu de l'interview. Alors, du coup, comme tu as ce côté très spirituel, et ça va me faire rebondir dessus, c'est obligatoire. La première chose que tu as dit, c'est, mais qu'est-ce que j'ai dit qui a fait que l'ordinateur s'éteigne? Et du coup, c'est très, très drôle. Donc, on va parler de spiritualité un petit peu après, comme quoi c'est bien compatible. Mais on va revenir sur la question que j'étais en train de te poser. Est-ce que la petite fille en toi serait fière de toi aujourd'hui? Est-ce que la petite fille en moi serait fière de moi aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que la petite fille que j'étais n'aurait jamais imaginé effectivement que je puisse traverser tout ça, que je puisse traverser, j'étais timide maladive, donc que je puisse dépasser ma timidité, que je puisse maîtriser mon hypersensibilité. Je pense qu'elle serait quand même contente. Peut-être pas manifestement, puisque l'ordinateur a bugué. C'est sa manière de dire, mais non, je ne suis pas encore assez satisfaite et que j'ai encore des progrès à faire, j'en conviens. Mais je pense qu'elle serait peut-être quand même contente des premières victoires. Hmm. J'espère en tout cas. Ouais, oui, bah, je pense quand même que oui. Et c'est marrant hein, que tu dis pas encore assez. C'est une croyance que beaucoup de femmes ont, hein, de jamais se trouver assez finalement et de toujours vouloir euh, être plus, 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 plus. Et on va revenir sur le côté spirituel parce qu'on pourrait croire quand même que dans les médias, dans toutes les choses que tu fais, hein, l'entrepreneuriat, la production, ben, il n'y a pas de place à la spiritualité. Dis-moi, où est-ce que tu places la spiritualité, toi, dans ta vie? Quelle place elle a dans ta vie? Aujourd'hui, je dirais que je suis spirituelle au sens large du terme. Voilà. Je n'ai pas de religion, de dogme, ce genre de choses. J'aime tout le monde. Mais mon cœur est ouvert effectivement à cette spiritualité que je ressens au plus profond de moi-même, partout et dans toutes mes interactions. Donc voilà comment je vis ma vie avec la spiritualité. Mon quotidien est régi par la spiritualité. Je sais que les rencontres ne se font pas par hasard. Je sais qu'on a des choses à apprendre des interactions que nous avons avec les autres. Je sais que quand on revit plusieurs situations, c'est qu'on a des choses à comprendre. Je sais que lorsque je suis bousculée dans mes émotions, c'est que quelqu'un vient appuyer sur un point de douleur que je dois travailler en moi, que les relations sont un miroir. Donc, ça m'a ouvert à un monde, ça m'a enrichi. J'ai lu énormément de livres, j'ai regardé énormément de documentaires. J'ai vraiment, j'ai exploré ce monde et je l'explore encore parce que c'est un travail qui ne se termine jamais. Et donc, Hmm. forcément, alors pour revenir à ta question, dans le monde des médias, c'est un peu particulier, dans le monde de l'entreprise de manière générale,
parle pas de spiritualité ou de sa spiritualité, c'est plutôt quelque chose où on est plutôt neutre, même si les gens proches savent qu'effectivement je vis ma spiritualité au quotidien. Mais forcément, elle intervient dans les interactions du quotidien, dans les expériences qu'on vit, etc. Oui, donc tu fais quand même... Alors, on va dire que ta spiritualité, c'est presque une philosophie de vie, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui est en toi et qui vit en toi et que tu... C'est pas que tu la mets entre parenthèses dans ce milieu-là, mais c'est que en parole, elle n'a pas vraiment sa place dans ce monde-là. Bah, pas autant que dans le perso, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, bien sûr, je vais pas venir avec un porte-drapeau, voilà, etc. Même si, encore une fois, mes collègues proches savent, mais sinon, à part ça, non, je pense que le lieu de l'entreprise doit rester effectivement neutre parce qu'on n'a pas tous les mêmes convictions, les mêmes expériences, on n'en est pas tous au même niveau, etc., etc. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est bien aussi de, voilà, une fois, ça se vit en soi, pour soi. Et tant mieux s'il y a des personnes qui veulent la partager avec nous. Mais c'est comme ça, en tous les cas, comme moi, j'ai envie de la vivre. Ok. Quelle serait pour toi ta plus grande victoire? Tu vois, si tu revenais sur ton parcours Mm. et que tu te dis, voilà, s'il y a vraiment un truc où je suis vraiment tellement heureuse de l'avoir atteint, de l'avoir fait ou de l'avoir ressenti, ce serait quoi ta plus grande victoire selon toi? Bah, c'est de me dépasser moi-même. Parce que finalement, le plus grand adversaire qu'on a dans la vie, c'est soi. Hmm, c'est très joli ça. Ok, ça enchaîne bien avec ce que je vais dire après. Donc, bah, quand tu dis que nous-mêmes sommes nos plus grands adversaires, tu as raison, surtout beaucoup dans le monde des femmes, on a ces petites voix intérieures qui sont parfois pas très sympas. Si une femme t'écoute aujourd'hui et doute de ses capacités, de sa légitimité, doute d'elle-même tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je lui dirais simplement que si elle ne croit pas en elle, les autres ne pourront pas le faire à sa place. On pourra toujours avoir des meilleures amies, des mamans, des sœurs qui vont croire en toi, évidemment, bien sûr. Et Oui, heureusement. le job pour toi. C'est-à-dire qu'ils pourront jamais être toi, ils pourront jamais vibrer à ta place, ils pourront jamais rayonner à ta place, ils pourront jamais briller à ta place. Oui, et ils pourront pas avoir le courage à ta place de poser les actions parce que tu crois en toi. C'est ça. Exactement. Donc, je lui dirais tout simplement que tu es maître finalement de ta destinée, de ce que tu souhaites pour l'autre partie de vie, maintenant que tu sais ça. Hmm. Quelle phrase ou conviction t'aide à avancer dans les périodes plus difficiles ou les périodes de flou? À quoi tu te ramènes? Est-ce que tu as une phrase ou une conviction? Oui, j'ai un mantra. Quand je suis dans une petite période, enfin, c'est plutôt des instants précis. Je ne sais pas si je vis par exemple quelque chose de douloureux ou si je vais vivre un moment pénible ou ce genre de choses. Je me raccroche à mon mantra, je me recentre et je me dis, je suis aimée, protégée et guidée. Donc, je suis pas seule. Protégée et guidée. C'est très, très beau. Euh, Selon toi, qu'est-ce que le monde gagnerait si plus de femmes osaient prendre la parole, créer, diriger, raconter, parce que du coup, tu joues un rôle dans Be a Boss Tour au féminin. Euh, est-ce que le monde aurait quelque chose à gagner? Bon, on aurait plus de rôle modèles, bien sûr. On aurait plus de Georges Sand, on aurait plus de Simone Veil, on aurait plus de Marilyn Monroe, on aurait plus de Michelle Obama. Mm. Chacune, à leur manière, apporte quelque chose au monde. C'est des piliers, c'est des icônes. Donc, on aurait plus de rôle modèles. Et plus on a de rôle modèles, plus ça va inspirer les petites filles. C'est mon avis. Ce serait qui pour toi ton inspirante favorite? Tu sais, cette femme qui t'inspire au plus haut point, ce serait qui? Alors, je ne vais pas donner un nom parce que moi, c'est plus une catégorie de femmes. J'aime beaucoup les femmes qui ont l'audace d'aller à contre-courant de certaines choses parce qu'elles portent des valeurs fortes. Donc, toutes les femmes qui ont été présentes pour le droit de vote, toutes Mm. les femmes qui ont milité pour la protection des enfants, toutes les femmes qui ont porté la voix des femmes de manière générale, dans les pays où c'est encore compliqué, celles qui osent, par exemple, eh bien, retirer leur voile dans un pays où elles risquent leur vie. Moi, j'ai beaucoup de considération, de respect pour ces femmes-là.
c'est elles qui ont fait et qui font que nous sommes aujourd'hui, alors pas toutes encore malheureusement, mais pour beaucoup, eh bien en paix. Euh, donc, toutes ces femmes qui ont le courage d'aller à contre-courant, pas forcément qu'en temps de guerre. J'ai cité tout à l'heure George Sand, qui prend le couvert d'un autre prénom pour pouvoir continuer à écrire. C'est un acte de rébellion, même si c'est par la tout simplement. Donc, je crois que toutes ces femmes, à leur manière, œuvrent en ce sens. Hmm. J'ai pas envie de donner une seule femme. C'est vraiment une catégorie de femmes. Ok. Donc, tu viens de lancer un nouveau projet, Linda, qui s'appelle Les Vieux Schnocks. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'adore mes vieux schnocks. La boxe, les vieux schnocks, c'est un peu ma crise de la quarantaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est génial le métier que je fais, mais est-ce que j'apporte suffisamment au monde? Et lorsque je serai sur mon lit de mort, qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Et j'ai envie de pouvoir me dire que j'ai modestement aidé quelques personnes. Et de par mon expérience terrain, de par tout ce que j'ai accompli, je me suis dit, ma force, ce que la vie m'a donné, c'est la chance d'avoir un réseau exceptionnel, c'est la chance d'avoir côtoyé des personnes emblématiques, c'est la force effectivement d'avoir pu expérimenter l'entrepreneuriat. Comment je peux rendre à la vie ce qu'elle m'a donné? Hmm. Bah, c'est peut-être en redistribuant ce que j'ai. Et comme j'ai constaté sur le terrain que malheureusement, effectivement, il y avait un sujet autour des 45 ans et plus en entreprise, tout ça avec le recul en plus de l'âge de la retraite, je me suis dit, bah, ce serait ma manière de rendre ce que la vie m'a donné. Et je me considère chanceuse. Et, euh, et je me suis dit que si je pouvais me reconvertir dans l'accompagnement des seniors, que j'ai appelé les vieux schlocks tout simplement parce que c'est comme ça que la société aujourd'hui considère les personnes de 50 et plus en France. Hmm. Et c'était une manière eh bien d'attaquer le sujet de façon humoristique. Voilà. Ouais, c'est très, très, très joli comme projet et la manière dont tu le présentes, c'est très, très beau. Du coup, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste en une box à accompagner les seniors dans la reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat. On part du principe aujourd'hui qu'on a des personnes qui ne sont plus employables, qu'on considère plus employables. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de créer leur propre job. Ou Hmm. pour ceux qui ont un peu plus de chance, de créer un métier passion. Ils ont toujours voulu avoir leur food truck, peu importe. Voilà. L'idée, c'est de se dire comment rendre accessible l'entrepreneuriat. Nous, on n'accompagne pas, on n'est pas formateur, mais on est facilitateur. Aujourd'hui, le problème numéro un dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le réseau. Donc, l'idée, c'était de fédérer une cinquantaine de partenaires et tous les mois, tu t'abonnes et tu reçois eh bien, un échantillon de l'écosystème entrepreneurial. Tu vas recevoir des modules, tu vas recevoir des exercices, tu vas recevoir du coaching gratuit, une demi-heure par-ci pour effectivement retravailler sa page LinkedIn, une demi-heure sur comment trouver ses premiers clients, trois quarts d'heure sur le mindset, enfin, peu importe. C'est tout un écosystème que tu reçois tous les mois à la maison. Ça te fait économiser 8 mois, par exemple, de recherche. Ça te fait connaître plein de monde et ça te permet de t'aider, de te porter dans ton projet de création d'entreprise. Hmm. Oui, tu as raison, cette interconnexion, moi j'appelle même ça une constellation de personnes qui se connectent entre elles dans un même but, bah, ça amène beaucoup d'énergie et bah, ton projet est ambitieux et joli et ça, bah, ça donne de l'espoir parce que tu parlais des gens de plus de 50 ans et ça, tout de suite, il y a quelque chose qui m'est venu, je me suis dit, c'est vrai que sur le marché dans la société, quand tu as plus de 50 ans, c'est compliqué. Et ce qui m'est venu, c'est que une femme, quand elle est enceinte à partir de 35 ans, on appelle ça une grossesse gériatrique. Donc, c'est qu'il y a un vrai sujet, tu vois, au niveau de l'âge. Et même si ça n'a pas vraiment de rapport, il y a quand même cette notion de bascule où presque on ne te fait plus confiance passé un certain âge. Donc, c'est très beau et bravo Linda pour faire ça parce que c'est vraiment un très, très beau projet. On va passer, si tu es OK, aux petites questions fun. OK, go. Alors, ce serait quoi ta chanson, la chanson qui te remet instantanément en énergie? Alors, direct, je vais dire aller plus haut de Tina Arena. Ah, ok. Ouais, c'est vrai, elle est trop chouette. Mot résonne à chaque fois que je l'écoute, ça me. Ouh. Est-ce Et que est-ce que tu connais
la nouvelle chanson, la Golden, qui est à fond du dessin animé Demon Center ou pas encore? Tu fais partie du mouvement ou tu fais pas partie du mouvement encore? Je connais pas encore cette chanson. Ah là là, tu vas y venir, c'est obligatoire. Ok. Si ton hypersensibilité était un super pouvoir Marvel, ce serait quoi? Ah bah, lire dans les pensées des gens. Enfin, effectivement, l'intuition te permet effectivement, encore une fois, de scanner une personne. Parfois, j'ai des informations sur les gens avant même d'avoir discuté avec eux. Un ressenti tellement fort, donc je dirais assez simplement, assez naturellement, lire dans les pensées des gens. Ça va faire peur à certaines personnes que tu vas interviewer. Alors, le café ou le thé qui t'accompagne dans ta créativité? T'es plus café, t'es plus thé, Thé. Je suis pas café, je suis thé. tu Team es thé. team thé. Euh, un rêve un petit peu fou que t'as pas encore réalisé. Un rêve un petit peu fou que j'ai pas encore réalisé. Écoute, j'en ai tellement que j'ai pas encore réalisé. Je vais peut-être dire quelque chose qui va surprendre ou bousculer. Je vais dire être heureuse. Oh, parce que J'ai un con- tu estimes que c'est pas encore atteint? Euh, c'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions parce que si on fait le parallèle entre, encore une fois, des personnes qui vivent dans des pays compliqués, ça paraît, on passe pour des enfants pourri gâtés. Mais j'ai le sentiment de ne pas avoir atteint cet alignement précieux Hmm. Et cette entre plénitude. être. Voilà. J'y suis pas encore à ça. Et je sais pas, alors certains appellent ça le nirvana, l'accomplissement, l'alignement. Euh, J'y suis pas encore totalement. Évidemment, les choses matérielles, on est satisfait, on a un toit, on a ce qu'il faut, on a une belle carrière. Mais cet alignement de toutes les facettes de soi, pas encore. Hmm. Ok, ok, c'est intéressant. Si tu pouvais interviewer n'importe qui, vivant ou mort, ce serait qui? C'est compliqué. Une personne, je peux en Ouais. avoir deux, trois. Allez, allez, si tu veux. Alors, il y en a un que j'ai toujours voulu, effectivement, que j'aurais adoré interviewer, c'est Jacques Brel. Parce qu'il était justement dans cette intelligence émotionnelle, il avait déjà une longueur d'avance. Évidemment, Carl Jung, enfin, Ah ouais, si je pouvais m'asseoir 15 minutes avec Carl Jung, je serais prête à payer très cher. d'accord. C'est 15 minutes avec Carl Jung. Euh, après, oui, je dirais ce genre de personnalités, effectivement, qui ont une ouverture au monde, qui ont une avance sur l'ouverture au monde, qui ont une sensibilité, une foi, quelque chose qui les rend tellement, je sais pas comment t'expliquer, t'as l'impression qu'ils sont déjà dans le monde d'après, quoi. Hmm. Et Ouais. leur lumière est tellement forte que t'as qu'une seule envie, c'est de leur demander, mais comment tu fais? Ouais, Emmène-moi dans ce monde. ils sont habités, ces gens-là, c'est vrai. Et selon toi, une phrase qu'on ne devrait jamais dire à une femme ambitieuse. Hein, une phrase qu'on devrait dire jamais, c'est t'en fais trop ou tu devrais pas, ou ce genre de choses, toutes les phrases limitantes, Hmm. finalement. Euh, ou aussi une phrase qui est très culpabilisante, choisis entre ta vie de famille et ta vie pro. Ah my God. Oui. Pourquoi ce sera à la femme de choisir? Pourquoi ce sera à la femme de renoncer à l'une des deux? Donc, C'est vrai. je dirais, oui, tout ce qui est limitant. Tout ce qui est limitant. Et enfin, Linda, pour terminer cet épisode, comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Ah, alors moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce. Et j'aimerais qu'elle se souvienne de moi comme une tata qui s'est toujours battue pour ses rêves, même quand ça paraissait improbable, et qui a toujours été là où on ne l'attendait pas. Hmm. Ça, c'est génial. Donc, tu inspirerais ta nièce, en fait. Si je pouvais, encore une fois, modestement, l'inspirer de cette façon, je me dirais que j'ai gagné quelque chose. Hmm.
Eh ben, je te remercie beaucoup, Linda, pour cette interview inspirante. Je suis sûre que ça va résonner pleinement chez beaucoup de femmes. Je te souhaite une très, très, très belle journée. N'hésitez surtout pas à aller voir qui est Linda Labidi. Tu as un LinkedIn, tu as... Où est-ce qu'on peut te retrouver, Linda? Là où je suis la plus active, c'est LinkedIn. Ouais, effectivement. Ok. Donc, pour toutes les informations qui vous ont percuté, n'hésitez surtout pas à contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup, Linda. Je te dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer.